donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, une émission un peu spéciale aujourd'hui car nous proposons de nous consacrer au leadership au féminin à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Notre invitée incarne parfaitement cet engagement. Elle possède un parcours remarquable dans le monde de la culture. Un univers dans lequel elle s'est distinguée par des qualités incroyables au niveau de ses projets et par plusieurs récompenses et distinctions. Aujourd'hui, elle met son expérience et son énergie au service de la vie publique, puisqu'elle est candidate et tête de liste aux élections municipales à Nogent-sur-Marne, où, par ailleurs, elle est la seule femme en tête de liste dans cette campagne. Wow. Son parcours nous invite à réfléchir sur la place des femmes dans la culture, dans la société et dans les responsabilités publiques. Deborah Munzer, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cette invitation. Ça fait un petit moment qu'on doit se voir pour parler art. Et là, j'ai pris conscience de quelque chose d'important. Nous sommes donc le 8 mars, journée très très importante pour les femmes du monde, je dirais. Monde entier, oui. Et prendre conscience que vous étiez finalement la seule femme candidate en tête de liste. Ouais. Je me suis dit, mais c'est assez drôle. Parce que je vais faire une émission avec elle par rapport à tout son parcours sur l'audiovisuel et elle incarne parfaitement la femme que je veux représenter, moi qui mets tous les 8 mars en avant des femmes. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci à toutes les deux aussi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une femme aussi incroyable, Frédérique Raymond. Frédérique Raymond qui a des points communs avec vous, car elle est à la fois artiste, n'est-ce pas? Et elle a été élue, voilà, pendant longtemps, à Bussy-Saint-Georges. J'ai été élue à Sartrouville. À Sartrouville. Dans les Yvelines. Qui n'est pas au même endroit. C'est ça, à Sartrouville, pardon. Et voilà. Je parle de Bussy-Saint-Georges, est-ce que je peux le dire? Oui, tu peux le dire. Voilà, parce que ton ex-mari, n'est-ce pas, est maire de Bussy-Saint-Georges. Ah, très bien. Donc elle a d'où le lien avec Bussy-Saint-Georges quand même. Voilà, oui, voilà, plusieurs visions et plusieurs attraits. Alors on est dans Un cœur ouvert, donc on parle avec le cœur, d'âme à âme, n'est-ce pas? On va avoir une dimension qui va être à la fois culturelle. La culture, c'est l'art. L'art, c'est notre patrimoine. C'est ce qu'on a envie de voir partout, parce que je pense que c'est un sujet qui est parfois laissé de côté, n'est-ce pas? Et on va aussi parler, évidemment, de ce que vous faites actuellement. Mais le point aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant la femme que vous êtes, parce que les femmes ont besoin aussi, n'est-ce pas, toutes les deux, de comprendre pourquoi elles ont la possibilité d'agir et puis de faire ce qu'elles ont envie de faire sans se mettre de croyances limitantes. Voilà l'objet du jour. J'espère que ça vous plaira, vous, n'est-ce pas? Nous, on se laisse faire. Oui. C'est ce qu'il faut. Il faut se laisser faire. Frédérique, est-ce que tu es prête? Pas de problème, j'attends. Alors, il y a des questions pour vous deux, n'est-ce pas? Le but étant d'avoir vraiment cette interaction entre femmes, je dirais. Pour une fois, ça va changer. Voilà. Déborah, avant la politique, il y a eu la culture. On vient de le dire. Comment cette passion pour la culture et les arts est entrée dans votre vie? Eh bien, elle est entrée à Nogent. À Nogent? Oui, tout à fait. À Nogent, par une dame qui s'appelle Fabienne Gauthier, qui est décédée maintenant il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, et qui dirigeait le Pocket Théâtre à Nogent, qui l'a fondé en réalité et qui le dirigeait. Et donc j'avais 7 ou 8 ans, j'étais à l'école Val-de-Beauté, en début de CM1. Et elle est venue pour proposer des cours de théâtre aux élèves de Val-de-Beauté, et on a monté un spectacle toute l'année de mon CM1 dans l'école Val-de-Beauté. Donc c'était des cours du Pocket Théâtre, mais un petit peu hors les murs, donc directement dans l'école. Et l'année d'après, je me suis inscrite donc au Pocket Théâtre et j'y ai passé de nombreuses heures. Chaque semaine, adolescente, quand j'étais donc toujours à Branly, enfin rue Brune-de-Péreuse, mais donc plutôt à Branly, j'y passais honnêtement entre 15 et 18 heures ou quelque chose comme ça par semaine. Wow. Donc c'est vraiment entré par Nogent et par l'associatif, et en l'occurrence par une femme qui dirigeait d'une main de fer cette association et ses cours de théâtre avec une haute exigence artistique. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, alors que je suis vice-présidente du département en charge de la culture, j'avoue que je me réfère toujours, pour mes axes de politique culturelle, à tout ce que cette dame m'a appris. En l'occurrence, donc, que l'exigence artistique est le corollaire absolu de l'aspect populaire et de la culture accessible à tous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas en faisant croire à des jeunes ou des moins jeunes, à tous les publics, peu importe, que c'est avec n'importe quoi que on va les toucher ou qu'on va leur apprendre des choses ou qu'on va leur permettre de s'émanciper, etc. Mais c'est vraiment, vraiment avec une exigence artistique au départ. Et donc, bon, en ce qui concerne le théâtre, avec des textes ou avec autre chose, mais en ce qui concerne les autres pratiques artistiques, évidemment, avec la même exigence, qu'on parle d'art plastique, qu'on parle de musique aussi. Oui. Et donc tout cela dans les politiques culturelles que j'essaye de mener au niveau territorial. Y compris quand j'ai présidé la Fédération des élus à la culture de France, la FNCC. Donc c'est une fédération qui réunit tous les élus à la culture de toutes les natures de collectivités, des villes, des départements et des régions. Donc j'ai présidé cette association. C'est une association paritaire, vous savez, comme les associations d'élus. En fait, il n'y a pas de droite, de gauche, tout ça. Il y a tous les élus, quel que soit pour le coup leur bord politique. Donc quand j'ai présidé cette association, ben, c'est pareil. J'ai toujours essayé de faire passer le fait que les arts sont au fondement d'un peu toutes nos politiques et qu'elles irriguent après toutes les politiques, pour le coup, territoriales, locales, dans tous les secteurs. Waouh! Quel parcours! Quel parcours! Oui, j'ai une question qui me vient comme ça. Lorsque on se décide à faire du théâtre, est-ce que vous étiez une enfant timide à l'origine? Ah non, pas du tout. Non, je pourrais vous mentir. Enfin, oui, j'étais très très timide. Ouais. Non, je crois pas. Enfin, il faudrait peut-être demander à mes parents, mais non, c'est une question comme ça. Mais non, je ne crois pas. En tout cas, j'avais des réserves comme tous les enfants, et puis à l'adolescence aussi, quand on est une jeune fille, évidemment qu'on n'est pas à se montrer forcément. Quand le corps change aussi, quand on est une jeune fille, il y a des choses qu'on met, qu'on garde un peu plus pour soi, mais toute cette zone de l'intime, toute cette zone de la réserve qui naît, selon moi, à l'adolescence, enfin, en tout cas, c'était mon parcours à moi. Évidemment, tout ça est normal. J'étais pas complètement extravertie tout le temps. Mais en revanche, non, je ne crois pas qu'on puisse dire que j'étais timide. Ce serait pas tout à fait juste si je vous disais ça. Non, mais c'est très bien. C'était une question que je me posais parce que finalement, vous êtes beaucoup dans l'ombre après dans l'audiovisuel quand même. Hein. Ah oui, alors voilà. En revanche, c'est vrai que ouais, en tant que productrice, vous auriez pu. Allez, allez, on va le dire. Je suis une femme, donc je peux le dire. C'est une jolie femme, donc vous auriez pu vous vouer une carrière, je sais pas, de comédienne ou alors j'ai été autre, hein, parce que, voilà. J'ai beaucoup joué, j'ai été comédienne, mais effectivement, j'ai plutôt décidé de faire autre chose, en tout cas professionnellement, parce que je pense que quand on est comédien, c'est un métier extraordinaire. C'est vraiment. Mais il y a le temps du comédien, c'est-à-dire le rythme de vie attaché à la profession elle-même, qui n'était pas forcément très compatible avec mon dynamisme ou mon volontarisme, on va dire, c'est-à-dire le fait d'attendre des rôles, le fait aussi peut-être d'aller aux auditions, etc. C'est des choses qui me dérangeaient pas forcément, mais j'avais besoin de prendre en main certaines choses. C'est pour ça que très vite, je suis passée à la mise en scène au niveau artistique ou à la scénographie de concert, c'est-à-dire à des choses où on conçoit les spectacles ou l'artistique qui m'allait un peu plus, même si j'aime beaucoup être sur scène et que j'ai pas de difficultés. Mais voilà, mais dans le rythme de travail et adulte, j'ai préféré utiliser pour le coup les études que j'avais faites ou des compétences différentes de celles du jeu théâtral. Vous êtes une créative. Oui. Je peux dire ça comme ça. Oui, peut-être femme de projet aussi. Hein. Ça se ressent. Moi, j'ai l'impression que vous allez chercher dans le fond. C'est vrai. Au niveau artistique, voilà. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que de la surface quand on joue, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de décortiquer justement toute cette mise en place artistique. Très juste, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement raison. J'aime beaucoup déjà m'intéresser vous voyez, aux problèmes ou aux enjeux ou à un terrain donné.
Et effectivement, vous avez raison, dans l'artistique, quand on récupère un texte, en l'occurrence au théâtre, ça peut être une partition aussi en musique, on a tout de suite un terrain qui nous est apporté. Et donc déjà, ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime pas partir d'une feuille vierge. J'aime pas, je suis pas une révolutionnaire, j'aime pas la politique de la table rase. C'est pas mon truc. En revanche, je regarde un état donné, j'analyse les choses et effectivement après je les transforme ou je les incarne en l'occurrence pour le jeu théâtral, mais dans mon métier aussi je les transforme pour en faire quelque chose qui sert pour le coup un collectif, qu'on parle d'un public ou qu'on parle des publics pour le coup pour les films qu'on a produits avec mon associé, avec mes associés. Et ça vous a valu par ailleurs des récompenses, un parcours culturel qui est reconnu. Et votre travail a été récompensé donc à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois. Que représentent ces distinctions finalement dans votre parcours personnel? Alors, moi, j'ai été productrice sur ces distinctions. Donc, en l'occurrence, il y a eu des prix pour des vidéoclips, des prix pour des films documentaires, peu importe. Mais ces distinctions, en réalité, pour moi, je les ai jamais prises personnellement. D'une part parce qu'il y avait un réalisateur, en l'occurrence, ou une réalisatrice pour le César. Et donc, ce sont leur travail. Moi, ce que j'ai fait en tant que productrice, c'est vrai que les gens peut-être connaissent pas tout à fait le métier de producteur. De peut-être en dire un petit mot. C'est un fabricant, c'est un faiseur, c'est-à-dire que quand on est producteur, on est en contact avec des artistes, avec des réalisateurs, avec des scénaristes, des gens qui écrivent des projets, des gens qui les conçoivent. On les fait accoucher de ce projet du point de vue artistique, donc il y a effectivement un accompagnement artistique par rapport à ça. Et en face, on va chercher des financements pour mener à bien et pour que les projets existent. Donc on est aussi cette sorte d'accoucheur de projets, y compris donc d'un point de vue financier. Donc il faut avoir une vision réaliste des choses. Quand on a un projet artistique, même s'il nous plaît, il faut comprendre quelle est sa portée et quelle est sa valeur économique d'emblée. Et quand on a une feuille de papier au départ, c'est pas forcément évident, mais c'est tout ça, c'est se projeter, c'est anticiper, être producteur, et après c'est fabriquer les choses une fois qu'on a trouvé et réuni les financements nécessaires. Les financements, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on est producteur, il y a des financements privés à aller chercher, les chaînes de télévision, des distributeurs, c'est-à-dire ceux qui vont mettre le film en salle de cinéma, mais aussi des financements publics. Donc ça va être des dossiers, le CNC, la région quand on tourne dans une région, ou d'autres mécanismes plus financiers, des Sofica, des organismes de financement, etc., type bancaire, au sens large, mais je ne vais pas donner trop de détails. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que la complexité de chaque projet, elle est réelle, et moi c'est ça qui m'a passionnée dans ce métier-là, d'autant plus que c'est vraiment une industrie de prototypes, c'est-à-dire que chaque film, chaque œuvre à produire est unique. On peut pas du tout coller un financement sur une œuvre en particulier, on peut pas le recopier, le copier-coller sur une autre œuvre qui serait produite l'année d'après. À chaque fois, et c'est l'artistique véritablement qui va créer la nature des financements qu'on va aller chercher. Donc c'est vraiment un métier de fabricant. Il n'y a pas d'autres termes de quelque chose de global. C'est une vision très entrepreneuriale en fait finalement. Vous avez déjà ça dans votre ADN. Oui, bien sûr, ça c'est chef d'entreprise. C'est du chef d'entreprise et puis aussi de cette fonction. Parce que aller chercher des budgets, prendre finalement à bras le corps tout un dossier, le décortiquer, comme tu disais, Frédéric, c'est vrai que là on voit effectivement que vous passionnez dans ça, et que ce côté artistique a ses qualités et ses défauts, et vous prenez tout pour en faire quelque chose de passionnant. Mais c'est fabuleux. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on se rend pas compte, vous savez. Vous le dites avec beaucoup d'aisance et beaucoup de facilité, mais finalement, je pense que les gens qui nous regardent penseront peut-être pareil, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière un film. Non, l'ampleur, pas du tout. C'est plusieurs centaines de personnes. Mais vous voyez, quand vous voyez le générique, quand vous voyez le générique au cinéma ou quoi, vous voyez bien qu'il y a plusieurs centaines de personnes. Bien sûr. Mais savez-vous que beaucoup ne lisent pas? Non, je sais. Je me permets la petite blague, mais c'est vrai, beaucoup ne lisent pas parce qu'ils ne prennent pas conscience. On a un produit fini. C'est l'être humain, le propre de l'être humain, d'avoir quelque chose et se dire, ok, c'est formidable. C'est quand ça va pas qu'on va chercher, putain.
non? C'est vrai. C'est pour ça. Mais bon, voilà, je voulais vraiment qu'on parle de ça parce qu'on a la chance quand même d'avoir à nos gens des personnalités incroyables. Et moi, c'est mon but aussi, c'est de promouvoir les Nogentais et de montrer que il y a des artistes, il y a des gens qui peuvent aider, qui peuvent aussi quelque part être, oui, les promoteurs par rapport à d'autres personnes qui n'oseraient pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important de décortiquer ça. Et vous, à travers ces récompenses, vous dites, bon, c'est des récompenses finalement de groupe, hein. Il n'y a pas des, enfin, vous prenez pas personnellement, mais il doit y avoir Ouais. quand même de l'émotion dans ça quand Ah, il vous y a beaucoup arrivez à. d'émotions pour le travail accompli. Ah Il y a oui, beaucoup de. Mais en revanche, oui, oui, ce sont des récompenses qui sont pas. Enfin, oui, je les prends pas pour moi. oui, C'est pas. ouais, c'est. Ouais. Et il est où le César Ah, bah, il aujourd'hui? est chez la réalisatrice, j'espère. J'espère qu'elle l'a gardé. Non, je pense qu'elle l'a gardé. Bien sûr, Ouais. il est chez la réalisatrice. Hein. Et finalement, quel souvenir vous regardez de ce moment où c'est votre travail qui est reconnu publiquement? Ben, je venais d'accoucher. Ah ouais. C'était un petit peu une soirée. C'était ma première soirée Vous veniez après, d'accoucher? bah, un mois et Ça veut demi dire avant. il y a quand même des mois où vous êtes la femme qui porte un enfant et qui travaille. Non, parce que bon, Non, mais je après, précise. quand on reçout aussi quelque chose dans ce milieu-là, faut bien comprendre qu'on le reçoit 2 ans Ouais, après deux la ans après, ouais. fabrication. Hein. Mm. Donc, c'est pas, tout est un petit peu, voilà, Mm. disjoint, décorrélé. En l'occurrence, donc, je venais d'accoucher et c'était ma première sortie. Ah, bah quelle Enfin, sortie! première sortie, voilà. Donc non, j'en garde un très bon souvenir. Mais après, je vous dis, moi, de toute façon, je suis une fabricante, hein, donc Ouais. ce qui m'intéresse, c'est plus de travailler et autres. Mais Mm. voilà, mais après, on garde un bon souvenir, forcément. Bah oui, j'imagine. La culture est souvent un espace de dialogue et de transmission. C'est ce qu'on disait en amont. Qu'est-ce que cet univers vous a appris sur l'humain et sur la société? Ah, alors peut-être que je vais vous répondre en 2 fois. D'abord, ce que les arts ou ce que l'artistique m'apprend sur l'humain, c'est que je suis très attachée à l'universel. Je Mm. suis très attachée à l'universalisme. Je suis très attachée au fait que chaque homme se vaut. Je suis très attachée à nos principes républicains dans ce sens-là. Et l'artistique euh, permet de montrer que chaque histoire individuelle, Mhm. que chaque récit, donc là on parle de cinéma, mais on peut évidemment parler d'une tragédie de Racine, on peut Oui, bah parler oui. de n'importe quoi. Voilà, chaque récit, chaque histoire individuelle est une petite porte qui s'ouvre sur l'universel. C'est-à-dire qu'au cinéma ou ailleurs, ou même en littérature, enfin n'importe où, mais dans la Mhm. culture, quand on raconte une histoire, euh, on par cette histoire, on touche l'universel. Mhm. Et quand on fait l'inverse, c'est-à-dire que quand on essaye de raconter des trucs immenses, des trucs sociaux, des trucs sociétaux, de dénoncer, etc., là, on n'y arrive plus. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse moins Ouais. parce que je trouve qu'on touche beaucoup plus l'universel avec un tout petit récit et avec une toute petite histoire plutôt que quand on essaye de prendre le monde en entier et de tout raconter d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a vraiment apprise. C'est une chose, pour le coup, très artistique. Mm. Après, d'une manière générale, ça m'a, et donc plutôt dans le milieu culturel, Mhm. je parle plus d'artistique, mais je parle vraiment du milieu. Là, pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, si vous voulez, je pense que j'aurais pas pu être évoluer dans un milieu culturel ou artistique comme je l'ai fait si en parallèle je n'avais pas, en l'occurrence, mon engagement de politique locale qui me D'accord. permettait de fréquenter des gens différents de moi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans les milieux culturels et artistiques, tout le monde s'intéresse et c'est pas grave, c'est probablement la même chose dans tous les secteurs d'activité. Mhm. Secteur bancaire, j'imagine que tout le monde voilà, connaît la banque, parle de la banque, les assurances pareil. Enfin, vous voyez, il y Oui, a des microcosmes bien comme ça. sûr. C'est Et donc la chronophage un peu. culture et les arts, c'est pareil. Toute la Mm. journée, on parle Oui, artistique. de scénarios, on lit des choses, machin. Bon, bref, on est dans le travail. Et donc, je vous cache pas que mon engagement politique, qui en fait a démarré la même année que l'année où j'ai monté ma boîte de production, Mhm. a apporté pour le coup un complément vraiment très nécessaire
parce que grâce à mon engagement local, je fréquentais des personnes beaucoup plus âgées, des enfants, des personnes avec des difficultés sociales, des personnes avec des choses en tête très différentes des miennes, etc. Donc, disons que mon parcours dans la culture, il y a donc l'artistique d'un côté, et effectivement, il y a la politique culturelle, où là, on est obligé, et c'est tant mieux, et c'est ce que j'allais chercher aussi évidemment, de chercher à s'adresser à tous, d'aller chercher des publics qui viennent pas d'eux-mêmes dans les salles de théâtre ou autres. On y arrive, on n'y arrive pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette mission-là, elle est totalement fondamentale pour la société française, probablement la même chose dans les autres pays, mais en tout cas pour la société française, et que les politiques culturelles, elles sont pour moi au cœur de la vie et du quotidien des gens. J'entendais Rachida Dati, là, qui quittait le ministère de la Culture, dire que c'était pas son truc la culture au départ, et qu'elle avait trouvé, contrairement à ses idées reçues, exactement, un ministère très régalien, un ministère très fondamental. Et ben c'est ça pour moi la culture. Donc voilà ce que ça m'a appris aussi sur l'humain et la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres quand on essaye de mener des politiques culturelles. Oui, donc finalement ça vous a ouvert l'esprit. Oui, ça ouvre l'esprit de tout le monde, mais effectivement le mien en particulier. Oui, ce qui m'intéresse c'est vous. Ah oui, pardon. Ce qui m'intéresse c'est vous. Frédéric, tu partages le même avis? Alors là, moi, dans ce que j'entends, c'est qu'en fait, la politique, c'est un ancrage finalement pour vous. Ouais, tout à fait. Moi, je dis que la politique, surtout municipale, c'est avoir les pieds dans la boue, parce que justement, on est obligé de côtoyer tous les types de personnes, comme vous l'avez dit, mais aussi d'être confronté à tous les types de problèmes. Et on ne s'y attend pas forcément. Ah, c'est sûr. Voilà. Là, par exemple, ça sera la salle de spectacle avec une fuite d'eau. Ce sera des choses qu'on ne gère pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est complètement différent et ça ancre par rapport à la culture, effectivement, qui est plus évasion, créativité. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est les deux bel pendants. équilibre. Exactement. Oui. Mais mesdames, selon vous, en quoi le regard d'une femme issue du monde culturel peut transformer la manière de penser dans la gouvernance d'une ville? Alors, je sais pas si ça je sais pas si c'est ça qui la transforme. Ce qui est certain, c'est que chacun est différent de son voisin et de l'autre. Et moi, ce que j'ai à apporter à la ville en tant que engagée, donc ici, c'est effectivement mon ancrage et une forme d'incarnation qui se veut très dynamique, très volontariste, très différente aussi de ce qui s'est de la manière dont ça a été exercé les derniers mandats, pas du tout parce que vous savez que j'assume parfaitement la continuité avec Jacques Gip et Martin, mais en revanche, c'est vrai que nous sommes très différents, on s'entend très très bien. Je n'ai jamais eu, contrairement à d'autres, mais peut-être que c'est parce qu'il n'était pas, je sais pas, peu importe, je ne vais pas juger, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème à travailler avec lui, mais nous sommes très différents. D'accord. Et donc, moi, ce que j'ai à apporter, effectivement, c'est mon expérience, mes compétences, qui sont effectivement différentes, mais c'est normal. Et donc, à partir de là, oui, je viendrai avec ma culture politique et mes expériences politiques qui sont différentes des autres candidats dans les autres mairies, des autres élus, forcément. Ma question n'était pas vraiment que propre à nos gens. Le but étant vraiment de parler de façon très très générale. Je suis pas du tout au fait de ce qui se passe sur la ville. Par exemple, je me suis intéressée à vous par rapport à votre parcours artistique et culturel. Ouais, c'est pour ça que je vous parle des autres municipalités. Et ça m'intéressait par rapport à Frédéric, qui du coup elle était élue, et je me suis toujours demandé, mais Frédéric, pourquoi t'es pas allé plus loin? T'aurais pu candidater finalement. Et là, j'ai deux femmes avec deux caractères différents, deux univers différents, mais avec une fibre artistique, et nous développerons un peu plus avec Frédéric tout à l'heure. Mais je trouve ça tellement intéressant, vraiment par rapport à tout ce qu'on peut voir. Et là, vraiment, c'est pas par rapport aux candidats. J'ai des amis j'ai aucun souci avec ça. Là, c'est la femme que vous êtes, c'est vraiment vous, à titre personnel. Au département où je suis vice-présidente, donc à la culture, il y a énormément, donc on est 50
élus au département, donc de tous les autres territoires du Val-de-Marne, et d'ailleurs, quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres. Donc c'est une assemblée vraiment plurielle, et c'est vrai que je vois bien que chacun, il n'y a pas que moi, hein, mais donc chacun vient avec qui il est aussi pour défendre les intérêts de son territoire. Et donc je viens, mais c'est plus aux autres de le dire peut-être que moi. Mais Olivier Capitagno, qui est le président du département, hier disait qu'effectivement, c'est vrai que je venais avec un dynamisme qui était caractérisé. Et c'est vrai que ce que j'aime dans la vie, c'est quand on m'apporte un problème, de trouver une solution. J'aime aussi beaucoup me battre pour que les projets aboutissent. Et je suis effectivement, je sais pas si c'est les pieds dans la boue, les mains dans le cambouis ou tout ce qu'on veut, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ne rien lâcher. Voilà, quand on a dû se battre dans ce métier. Ouais, et quand on a dû se battre pour ne pas fermer une classe, là, justement, rue Bouine de Péreuse à Branly, on l'a fait. Enfin, en tout cas, je l'ai fait. Quand pendant le Covid, il fallait aller distribuer des masques aux personnes âgées dans les EHPAD, qu'ensuite on leur a donné des iPads pour le coup, pour rester en contact avec leur famille, etc. On était à 2 ou 3 à le faire réellement. Accessoires, ouais. C'est beau, c'est l'humain. C'est l'humain. Vous parlez de Branly, moi ça me touche. Vous savez, je suis une à Nogent, je fais toute ma scolarité scolarité à Nogent. Marie Curie, qui n'est plus. C'est peut-être ça mon côté radioactif, je ne sais pas. On étudiera ça plus tard. Mais j'ai fait Watteau, j'ai fait Branly. Donc oui, quand on parle de fermeture de classe et qu'on se bat pour ça, ça me touche. Ça me touche parce que on a besoin que nos enfants restent à Nogent et qu'ils n'aillent pas ailleurs parce qu'il n'y a pas de place. C'est tellement, tellement important. On parle de la culture. La culture, c'est quand même l'âme d'une ville. Faut pas l'oublier. C'est l'âme d'une ville, c'est l'âme du pays. Ça va très très loin. C'est notre passé, c'est notre présent, c'est notre futur. C'est ce qu'on va laisser. Est-ce que vous pensez que finalement qu'investir dans la culture est aussi une manière de renforcer la cohésion sociale? Oui, tout à fait. C'est intéressant que vous disiez investir dans la culture parce que ça prouve que vous avez compris, en tout cas qu'on partage la même vision des politiques culturelles. Pour moi, les dépenses culturelles, effectivement, ne sont pas une dépense. Elles sont un investissement. Elles sont un investissement parce que effectivement c'est pour le futur, notamment quelque chose qui est capital aujourd'hui, c'est l'éducation aux médias et à l'information, d'apprendre aux enfants, aux plus jeunes, à reconnaître une fausse information, des fausses images. Et à savoir se démêler donc avec les enjeux d'aujourd'hui, et c'est capital. Donc quand on dépense de l'argent pour que des jeunes sachent puissent développer leur esprit critique par rapport à tout ça, et bien effectivement, pour moi, c'est de l'investissement. Bien sûr, c'est la préservation des esprits. Exactement. Donc on en a absolument besoin à l'ère des réseaux sociaux, n'est-ce pas? On connaît bien le sujet, des réseaux sociaux, du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est aussi quelque chose d'important, pouvoir se défendre par rapport à ça avec cette force de frappe qu'ont les réseaux, qui peuvent anéantir. On a vu des gens mourir, faire des burn-out. Et je pense que sauver la culture, c'est sauver l'être humain. Et ça, c'est important. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est pour ça que vous aviez votre classe depuis déjà un petit moment sur mon plateau. Et il est important que vous aussi, vous preniez conscience de ça, du fait que non, quand on met de l'argent quelque part pour préserver notre patrimoine et préserver l'esprit de nos enfants et puis des personnes un peu moins enfants aujourd'hui qui sont âgées et qui ont besoin de ça pour avancer, c'est aussi faire face à des maladies qui régressent parce que la culture est là aussi pour les aider. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Pour le coup, dans le département, il y a énormément de choses qui sont faites sur la culture vis-à-vis, par exemple, des enfants qui sont soignés, notamment pour des cancers à Gustave Roussy. De l'autre côté du département, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a lancé l'année dernière le Printemps des poètes, justement, à Gustave Roussy. Et c'est vrai que, alors, il y a donc, les maladies type, effectivement, donc, cancer ou les maladies de l'enfant, mais il y a aussi tout ce qui est la santé mentale et tout ce qui est tout ce qui sont les aspects psychologiques, et donc on voit
qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents ont de plus en plus besoin de trouver, et c'est probablement, vous avez raison, lié aussi en partie aux réseaux sociaux, oui. c'est probablement lié à énormément de choses qui sont celles du 21e siècle encore davantage, voilà. Mais donc on a justement, on travaille sur la santé mentale et ces problématiques-là vis-à-vis donc notamment des adolescents. L'autisme aussi, qui est une grande cause du département. Oui, l'autisme. Et tous les troubles du tellement spectre forme. autistique, Voilà. voilà, Oui. parce que parfois on dit autiste, pas autiste, Oui, mais en oui. réalité c'est vraiment un spectre autistique. Il y a énormément de formes c'est différentes. Ok. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut s'attaquer. Et vous avez raison, par la culture, souvent, ça peut ouvrir une porte différente par rapport aux aspects donc médicaux, etc., qui sont à traiter évidemment par des professionnels. Mais voilà. Bien sûr, moi j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si tu te souviens Frédéric, de recevoir une association, alors c'est une association parisienne, hein, qui promeut vraiment la culture énormément, et qui investit sur Gustave Roussy, notamment par le biais de l'art. Oui, exactement. Et voilà, et c'est pour ça que ça fait le corollaire. Ils sont venus à Nogent. Ouais, tout à fait. Voilà, ils sont venus à Nogent et ça me permet de faire un petit clin d'œil à l'association Jeunes sans barrières, parce que j'ai appris avec eux finalement que les enfants autistes, alors qu'effectivement il y a un spectre autistique assez incroyable qu'on ne pense pas, ont besoin, mais vraiment besoin de musique, de se dépenser, et donc sans ça, ils se sclérosent finalement. Et ça, quand on le sait pas, c'est le développement de l'art-thérapie. Et ça va dans le spectre de la politique culturelle, de toute façon. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Si vous aviez carte blanche pour créer un grand projet culturel à Nogent, qu'est-ce que vous feriez? Carte blanche pour un projet culturel. Non, en fait, comme on avait dit qu'on parlait pas. Oui, non mais là en fait, j'ose pas. En s'abrogeant de toute finance, de toute contingence. Oui, là, mais là, c'est vraiment en tant que femme. Enfin, si là, moi, si vous me posiez la question, je vous répondrais. Frédéric, tu répondrais quoi, toi, à cette question? Sur Nogent, je ne sais pas. Non, pas forcément. Là, je parle de Nogent, on aurait pu parler de Bussy-Saint-Georges. Alors Bussy-Saint-Georges. On peut parler de façon générale. Je ne peux pas parler de Bussy-Saint-Georges. Non, de façon générale, pour changer le monde, qu'est-ce que vous feriez? Pour le coup, dans le Val de Sang, parler de Nogent. Oui, parce que c'est pas du tout l'objet. Qu'on parle de la. C'est pas l'objet, même par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, il y a un projet qu'on développe donc dans le département du Val-de-Marne, et je le dis d'autant plus naturellement que pour le coup, c'est sur le plateau Briard. Donc on n'est pas, c'est pas tout à fait Nogent, mais il y a un festival de théâtre en plein air que j'ai accompagné donc dans sa première version l'année dernière et qui a vocation à perdurer, à émerger. Donc qui va avoir lieu l'été. Tout simplement, et c'est dans des grands champs, dans une immense campagne, enfin ce qui ressemble à une campagne, sauf que c'est dans le Val-de-Marne, mais le plateau Briard est un petit peu, il y a toute une partie qui est sauvage, enfin presque campagnarde, clairement, et c'est magnifique. Et alors ce type de projet, en fait, c'est très intéressant parce que d'une part, on mélange les arts et le voyage, c'est-à-dire que même si on y va pendant 3 heures ou 4 heures, on a l'impression d'être parti s'évader, et c'est décuplé ce sentiment d'évasion. Évidemment, quand on passe une journée à la campagne, déjà c'est bien, mais en réalité, ce sentiment d'évasion est décuplé par la présence des textes, par la présence du récit qui est partout comme ça dans la campagne. Donc ça, c'est un projet qui est porté par une association départementale. Et on les a beaucoup accompagnés là-dessus, qui s'appelle les Théâtrales, et Charles Dulin. Et donc on a ce projet-là. Voilà. Donc ça, si vous voulez, on s'est dit justement carte blanche avec des objectifs d'aller sur des territoires dans lesquels il n'y avait pas forcément un théâtre avec 4 murs, etc. Et donc là, on a bâti quelque chose. Donc après, pour n'importe quel territoire, et donc peut-être à Nogent, on aura le temps d'en reparler avec plaisir. J'ai des choses très précises, mais je respecte la consigne de ne pas parler, de ne pas dévoiler. C'est vrai que j'étais un peu dure avec elle, je l'accorde, tout simplement parce que c'était une vision, pour la Journée internationale du droit des femmes, ça me touchait, et je suis complètement apolitique.
Non, c'est ce pas que je peux vous dire quand le même voilà, sur nos gens, c'est que je voudrais mettre un soin particulier, par exemple, sur la musique et ah sur des groupes, oui. et voilà, sur la musique Ah et oui. sur des groupes qui, aussi parce qu'il y a des travaux sur les halles, etc., ont plus forcément d'espace d'expression. Mm. Et avant, il y avait, et ça va revenir, enfin tout est absolument normal, mais voilà, j'aimerais bien que les groupes, parce qu'on a une vitalité très forte Ouais. artistique à nos gens, Mm. j'aimerais bien que des groupes puissent jouer dans des espaces retrouvés. Ouais. Et évidemment, tout mon travail là en termes d'accompagnement de l'esthétique urbaine, ça va être de Mm. retrouver des espaces de respiration dans la ville. Mm. J'estime qu'on en a vraiment besoin Ah oui, parce qu'on vit de oui. plus en plus dans nos villes de petite Mm. couronne, on vit de plus en plus la ville au quotidien, surtout depuis le Covid où on est Mm. beaucoup en télétravail, enfin il y a plus de gens en télétravail. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'on retrouve des espaces vides Mm. qu'on puisse animer ou dans lesquels des groupes de musique Ouais. pourraient trouver leur espace. Que Voilà, de j'en dis pas souvenirs, plus, que de mais souvenirs vous ça me c'est faites vrai que là d'un coup. Je me voilà, rappelle le kiosque. Moi, voilà, c'est ça. j'étais dans la grande rue, donc on sortait, on avait la musique Voilà, ben c'est tous ça. les Ben donc samedis, ça, tu ça sais. va revenir. Frédéric, Ça. ouais, dans le kiosque, oui, il y avait des groupes. On s'amusait, Voilà, bah avec le Covid, c'était. ça a un peu. Ah Mais bon, bah après, c'est pas de la faute, c'est de la faute de non, personne, c'est comme non, ça. Mais c'est malheureusement, vrai ça qu'il nous est faut tombé faire. dessus, Ça hein. nous est tombé Ça, dessus. on peut rien faire. Et il Hein. faut faire renaître les choses. Bien Et sûr. donc, avec les Prend du nouvelles temps. halles et la mezzanine, je pense qu'il y aura des espaces d'expression artistique qui vont naître. Le kiosque aussi, évidemment, en est un. Mais ça peut aussi être là, en plus, plus fermé pour les périodes qui L'acoustique. sont Oui, pas oui, oui, puis estivales. l'acoustique aussi. Ça peut aussi être, voilà, d'autres salles. Bon, mais peu importe, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, il y a ce soin-là. Et puis aussi travailler avec les acteurs privés, au premier rang desquels le cinéma. On a une chance incroyable d'avoir un cinéma indépendant, Oh, privé qu'est-ce qu'il à est nos beau, gens. Alors, il est beau, mais surtout la programmation est elle est très très, très exigeante et elle bien. est formidable. Mm. La directrice est très dynamique. Et donc, il y a Oui, beaucoup de franchement. choses qui vont se passer aussi autour du cinéma. Mm. Notamment, on a créé donc l'année dernière le Festival du cinéma italien Mm. Oui, c'est qu'on a récupéré donc petite une Italie, nos idée. gens, tu sais Et donc peut-être qui a pas. vocation aussi à Mm. voilà à être un peu plus large. Voilà. Oh, il y a des belles C'est une vraie choses. chance, hein. Un cinéma de Ah. quartier, mais ça draine vraiment un autre esprit. C'est extraordinaire. Puis dites-moi si je me trompe, Ouais. mais il est monument historique, le cinéma Non, tout à fait, de oui, nos gens. il est- Hein. il est On est, clé. oui, voilà. Enfin la façade. Oui, la façade, mais Hmm. oui, mais la façade, j'imagine que le reste, mais elle est extrêmement importante dans le paysage nojentais. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Je pense au pavillon Baltard. Enfin, bon. Voilà, mais ça par exemple, je vous en parle pas aujourd'hui, mais oui, ah bah mais ça, tout le tu monde vois, connaît mon projet. mais c'est un vrai. Alors, je suis désolée, je connais pas moi tout votre projet. Je ne le connais pas. Pourquoi? Bah parce que je me suis pas désintéressée de la politique, mais je dirais que sur les réseaux sociaux c'est tellement compliqué que du coup je me dis bon on verra le moment venu. Voilà. C'est pour ça que c'est pas une émission politique. C'est vraiment une vision de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme comme vous qui a fait énormément. Vous êtes une leader, vous êtes une entrepreneur, hein, vous avez fait plein de choses et je me dis mais pourquoi on n'en parle pas autant qu'il faudrait en parler. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui vous êtes, on parle de vous, mais moi je vais mettre quand même un petit clin d'œil. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais vous êtes la seule femme. Quand même en tête de liste en campagne c'est objectif, sur cette campagne enfin, municipale. je crois. Ouais, mais c'est énorme parce que j'ai pris conscience de ça. Alors j'ai pas choisi, hein. Non, mais j'imagine bien que vous n'avez pas choisi. Ouais. J'imagine bien, mais ça m'a surpris en fait. C'est au moment où j'ai vu les photos, je me dis bah, mais je pensais qu'il y en avait d'autres. Mais elles sont où quoi? Parce que c'est dingue quand même de voir que sur je ne sais combien, parce que la dit qu'il y avait 3 candidats. Il y en a. Vous êtes la seule. Comment vous vivez finalement en fait alors je suis désolée, cette responsabilité. C'est une grosse responsabilité quand même. Alors je me sens pas du tout. Alors responsabilité d'être tête de liste, ça je vais vous répondre. En revanche, juste un détail, je me sens pas du tout responsable d'être la seule femme. Vous voyez, c'est comme vous, c'est comme vraiment enfin quand on est une femme, on se lève pas en se disant tiens je suis une femme.
Vous voyez, on est Bien sûr. juste Ah bah oui. soi, donc voilà. Mais effectivement, de l'extérieur, vous avez raison. Donc la responsabilité d'être tête de liste, bon, en réalité, vous l'avez compris, vous l'avez dit aussi, c'est un engagement de long terme. Donc en fait, c'est une continuité totalement assumée. J'ai pris il y a 10 ans déjà la suite de Monsieur Martin au département parce qu'il voulait se consacrer simplement à la ville. À la ville, ouais. C'est une grosse Et responsabilité, c'est un mariage. Hein. de quoi? Finalement, quand on prend cette responsabilité-là avec sa ville, Ah oui, c'est tout à du fait. quotidien, c'est un mariage. C'est pour Ouais, ça que ouais, je dis complètement. un Pacs, ce que vous voulez, une C'est union. un Pacs. Un Oui, oui, tout à fait. sacerdoce. Oui, Un on voit sacerdoce. l'expérience, on voit l'expérience, on Oui, sent Ça, l'expérience. c'est Oh, certain. ne nous la ternis pas, s'il te plaît. Ah non, 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 mais c'est vrai. je suis invincible à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Mais Moi, j'ai juste une statistique. Hein. C'est 20% de femmes mères sur l'ensemble des mères. C'est dingue, ça. Donc, 20%? oui, un maire sur 5 est une femme. et ça augmente. C'était encore Alors, moins il y a quelques Oui, années. j'allais dire, c'est bien, et à la fois, c'est choquant. Bah, on a 34 000 communes, on avait 36 000, on a 33, 34 000 là maintenant avec les petits regroupements qu'il y a eu. Après, c'est vrai que dans les petites villes, elles sont passées que très récemment à la parité. Et on a constaté quand même qu'il y a eu moins de problèmes que escompté pour trouver des femmes. Donc en réalité, ça arrive. On va dire ça comme ça. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que toujours aujourd'hui, et j'en ai fait l'expérience cette fois-ci encore, quand j'ai constitué ma liste, enfin avant de la constituer, il y avait une centaine de personnes, on va dire, dans notre giron qui étaient bénévoles, volontaires, alors soit pour tracter au marché, soit pour, je sais pas, bref, faire En des choses de soutien. campagne en Oui. soutien, etc. Bon, je vais pas m'étendre. Et sur cette centaine de personnes, il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme je suis une tête de liste femme, enfin, c'était une question que je me posais. Peut-être que est-ce que c'est parce que je suis une tête de liste femme, donc il y a plus de femmes qui sont autour, mais c'était vraiment empirique. Enfin, si vous voulez, c'était pas important, mais Oui, mais quand voilà, même. c'était une petite réflexion. Et je me suis dit, tiens, pour ma liste qui doit être paritaire, peut-être que j'aurais le problème entre guillemets inverse de mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'hommes et pas assez de femmes, voyez, qui voulaient être sur la liste, etc. Et donc moi, ça va peut-être être l'inverse, mais c'était pas grave. De toutes les manières, enfin, c'est la vie. Ouais. Eh ben, figurez-vous que toujours pas. Ah ouais? C'est-à-dire, et non, Ah non, c'est-à-dire qu'au j'aurais pensé, moment j'aurais de pensé. constituer la liste, alors j'ai cherché des profils complémentaires dans les quartiers, les âges, les professions, les compétences. Enfin, vous voyez, on a essayé vraiment de faire la liste la plus efficace possible pour pouvoir ensuite, c'est-à-dire en toute responsabilité, c'est pas une liste de copains, c'est la liste Oui. qui est solide, robuste pour plus tard. C'est pas le Et ben, but. figurez, non, c'est pas le but, bien sûr. Puis qu'elle représente le mieux Et qu'elle la ville dans représente son la intégralité. ville dans son intégralité, exactement. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2-3 femmes où j'ai dû, alors elles en avaient envie, mais elles me disaient, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais avoir le temps. Enfin, non, c'est même pas je sais pas si je vais y arriver, c'est pas vrai. C'est je ne sais pas si je vais avoir le temps. Ah, c'est l'investissement. Voilà. Le Est-ce temps. que parce que peut-être que c'est très chronophage, etc., et j'ai peur avec machin, alors que les hommes, à qui j'ai donc proposé de participer à l'aventure, m'ont dit, ok. C'est Mars et Vénus, Ouais, en fait. c'est ce que j'allais c'est dire. Les impressionnant. hommes Et je vous s'avancent, promets- c'est l'ego, et la femme se pose Et des je vous, questions. et je vous Toujours comme ça. promets que ce que Ouais. je vous dis là était vraiment mais très très loin de ce que je pensais il y a Ah bah oui, encore quelques j'imagine. mois. Ouais. C'est-à-dire que je ne me suis jamais engagée en tant que femme, jamais. Je ne me suis jamais investie en tant que femme. Oui, Je me suis d'accord. investie donc pour la culture, pour la ville, Ouais. pour le département, pour plein de choses, ou même politiquement, sur les principes républicains, sur des associations antiracistes, sur plein de trucs. Mais c'était pas en tant que femme, c'était sur des principes, sur des convictions, sur Oui, des valeurs. En tant qu'être humain, en En fait. tant qu'être humain. Et là, pour la première fois, parce que je suis tête de liste femme, j'ai ce petit truc où je me dis, tiens, c'est marrant, mais en fait, il y a une différence. Ça ne veut pas du tout dire que je vais changer mon modèle de fonctionnement. Je vais pas devenir, voyez, obsédée par ça. Ouais. Je m'en Non, fiche. Non, mais Non, en vous êtes fait, loin d'être vous une humaine. portez En un revanche, étendard sans le vouloir. sans le vouloir. Oui, mais c'est ça. Regardez, voilà. je viens vers vous. Oui, c'est vrai. J'étais étonnée, mais c'est ce que ça m'a. Oui, En fait, oui, ça c'est m'a vrai, c'est vrai, c'est surprise. vrai, c'est vrai, Je c'est vous vrai. assure, ça m'a surprise. Oui, Et oui, quand c'est on vrai. est femme entrepreneur, bah forcément, on se dit waouh, Ouais, ça fait plaisir. Alors que et on a toute une conception complètement différente du leadership au féminin. Hein, parce que on en parlera tout à l'heure d'ailleurs du leadership au féminin parce que c'est quand même un sujet important. Mais
Mais là, bon, vous, ce qui vous amène ici, c'est le fait que vous soyez femme, hein, très honnêtement. C'était, voilà, le 8 mars, hein, j'allais pas inviter 2 hommes. Vraiment pas. J'aurais pu, mais c'était pas le but. J'avais envie d'une émission spéciale. Mais c'est surtout, moi, je parle beaucoup de culture, donc forcément, voilà, ça me parle. Et j'avais envie de savoir, est-ce que finalement, votre parcours dans la culture vous a donné une manière vraiment différente d'aborder la politique? Parce que vous baignez dans la politique depuis un moment, vous démarrez beaucoup de Local, en projets, tout cas, ouais. oui, local, mais politique quand même, parce que Oui, ça oui, reste bien sûr, de ça la reste de la politique. politique, oui. Et le fait que vous veniez de, oui, que Et je vous revendique êtes, en plus ce sérieux-là et cette, ouais, vous avez raison. cet ADN culturel, artistique, est-ce finalement, oui, est-ce qu'il fait en sorte que vous abordez les choses différemment? Vous avez une autre vision. Oui, mais après chacun a une vision différente des choses aussi. Est-ce que parce que je suis une femme, il y a des spécificités essentielles, si vous voulez là-dessus, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit que je voulais pas attaquer par exemple mes concurrents parce que j'étais une femme. Je crois pas. En oui, revanche, non. c'est vrai que je veux pas attaquer mes concurrents, mais simplement c'est parce que j'estime que c'est pas nécessaire, que c'est pas ma manière de faire. Ouais. Mais je crois pas que ce soit quelque chose de féminin nécessairement. C'est plus un non. truc de responsabilité, de me dire si je suis amenée ensuite à être élue pour toute la ville, je serai l'élue et je le ferai avec le même soin et je serai toujours aussi ouverte, etc., avec ceux qui n'ont pas voté pour moi, en réalité. Donc, Oui. vous voyez, Oui, et puis j'ai toujours c'est- travaillé comme ça. Je travaille pour des collectifs. Je suis une espèce de... Enfin, en tout cas, je me vis comme une espèce de déléguée de classe. Vous je voyez vous vois bien déléguée de classe. Ah ouais, Vous j'étais deviez déléguée de être, voilà. classe. Je Je me confirme. disais. J'étais déléguée de classe, déléguée du collège. Voilà. Oui, Ça Mais s'en non, Mais ressent. ça commence souvent comme ça, la politique. Bah oui, évidemment. bah oui, Hein, j'imagine. C'est voilà. pour ça, il n'y a pas besoin de se faire des... Représentant étudiant aussi, Oui, Ouais, il y a voilà. de tout, ouais. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que parce que vous êtes une femme, vous ne répondez pas, enfin, vous n'attaquez pas, parce que il y a beaucoup de femmes qui attaquent et en politique assez virulemment. Je cite Oui, aucun non, nom. mais peut-être, mais c'est pour Donc, ça que je vous ça veut disais rien que dire. c'est ce qu'on me disait, mais que moi, j'étais pas d'accord Bah avec non, cette... parce qu'en fait, vous avez de l'éducation et une vision qui est tout à fait noble. C'est la prise de conscience que vouloir représenter les habitants d'une ville, c'est les respecter tous. Bah oui. Donc ça s'appelle juste le bien-être et le bon vivre ensemble, non? Qu'en penses-tu? Alors moi, je pense aussi qu'au niveau artistique, on a une ouverture d'esprit que n'ont pas forcément toutes les personnes, Je et sais pas. qu'on a aussi une vision peut-être beaucoup plus pluraliste, plurielle. Ah, peut-être. Peut-être, ouais, c'est Oui, vrai. peut-être, je ne sais pas. Ça donne. Je pense Mais quand bon, même. oui, non, mais c'est bien de Le dire. Moi, je regard savais est pas ça. différent. Le Je, regard est différent. je vous dis honnêtement, je regarde même plus les réseaux, ça me fatigue, ça me, Ah bah oui, mais ça je me comprends. fatigue. C'est pour ça que je veux pas, je veux même pas en parler. Vous voyez, rien que d'en parler, ça m'irrite. Mais mais bon, après, c'est chacun fait comme il l'entend. Mais on va rebondir sur le fait que voilà, est-ce que il y a des fois vous me dites que être une femme n'a pas été un problème, mais est-ce qu'à un moment donné, il fallait pas quand même prouver davantage votre légitimité en tant que femme? Honnêtement, Jamais. C'est rare qu'on me dise non, mais j'accepte. j'ai pas eu ce vécu-là. Mais ça D'accord. veut pas dire qu'il n'existe pas chez une majorité de femmes. Ouais. Mais je peux pas vous dire. Oui, quelque chose que vous n'avez pas vécu, Non, mais c'est important. voilà. C'est important de rester. Mais je nie pas Hum, que ce soit le cas pour énormément de femmes, hein, Mhm. vraiment, notamment peut-être dans le travail, dans le milieu professionnel. Mais oui. On entend énormément de cas et je suis certaine que ces cas sont vrais, avérés. Des femmes par rapport à leur grossesse, qui sont écartées de certains postes, etc. Tout ça est à prendre très très au sérieux. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais c'est aussi une manière de mettre un tout petit peu la lumière sur ces problèmes-là, Bah y oui. compris donc en France où, pour le coup, la condition féminine est quand même meilleure, il faut le dire, il faut le rappeler, que dans d'autres pays. Mais mon vécu à moi On ne permet pas de me dire permet ça. pas de dire ça. Et pour moi. Oui, pour oui, moi. c'est intéressant parce que pour autant, je dis ça, les femmes, quand elles ont certains
certains postes, je dirais, les femmes entre elles sont parfois très jalouses, font preuve de beaucoup Ah de oui. cas, on le voit. Hein. Donc c'est pour ça que je vous pose cette Oui. question, parce que pas forcément par rapport aux hommes, mais par rapport aux congénères. Non, Femmes non, elles-mêmes. non, mais après, ça va être des choses de plus, mineures, on va dire. Ouais, mais vous n'avez pas ressenti. Je pense qu'on me parle plus de mes cheveux qu'on en parle aux hommes politiques. D'accord. Voilà. Que quand j'ai les cheveux attachés, on me dit, ah, mais t'avais les cheveux détachés la dernière fois. Oui, bah oui. Et quand j'ai les cheveux détachés, on me dit, mais t'avais les cheveux attachés. Oui, bah oui. Bah, c'est bien, mais ça veut oui, dire mais c'est que... pas important. Vous voyez, Ouais, c'est pas important, grave ouais. et c'est pas important et c'est comme ça. Est-ce que, là, pour nous recentrer sur vraiment le leadership au féminin, donc, le pouvoir a été associé à des codes très masculins. Ça, on peut pas le nier. Hein. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui sont en train de redéfinir finalement la manière d'exercer le pouvoir? Hein? Il y a quelques années, je travaillais avec Nathalie Kosciusko-Morizet, donc ministre, femme, qui par ailleurs avait eu une remarque très désobligeante sur ses cheveux de la part d'un journaliste en plateau et elle l'avait envoyé bouler, valser. Peu importe. En tout cas, il y avait cette réflexion sur le pouvoir au féminin autour d'elle, de la part de journalistes aussi, notamment Léa Salamé qui avait fait une émission là-dessus et qui avait appelé son émission, parce que c'était justement les mots qu'on cherchait à définir ou redéfinir, Femme puissante. C'était le titre de l'émission de Léa Salamé. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, peut-être que le pouvoir tel qu'on l'entendait, peut-être que Talleyrand, peut-être que même Machiavel, enfin peut-être que toute la littérature sur le pouvoir est très masculine, c'est possible. Par ailleurs, moi je trouve qu'il y a des choses absolument extraordinaires à lire dans cette littérature-là du pouvoir masculin. Et qui est peut-être pas forcément masculin, qui est peut-être juste le pouvoir. En revanche, il y a un décalage, effectivement, où aujourd'hui, je m'identifierais plus, ou en tout cas, j'irais plus chercher du côté de la puissance que du pouvoir. La puissance, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utile. Je suis dans le réel, je suis dans le concret. Le pouvoir, c'est un peu pour avoir de l'ascendant sur les autres, peut-être un petit peu une idée de domination, donc des choses assez anciennes qui ont trait, mais qui étaient, voilà, les époques précédentes, hein, je critique pas du tout, mais des choses sur les guerres, des empires, vous voyez, ce genre de domination, mais pas au niveau des personnes, au niveau des pays, au niveau des territoires, etc. Aujourd'hui, et a fortiori en politique locale, ce qui m'intéresse, moi, ça va être la puissance. C'est pas le pouvoir. Oui, je suis assez c'est la puissance de nos gens, la puissance des élus, c'est-à-dire est-ce qu'on est suffisamment puissant pour défendre les intérêts des Nogentais? Est-ce qu'on est suffisamment puissant à nos gens pour attirer les personnes du Perreux, de Fontenay sur nos marchés et pour nos commerces? Est-ce qu'on est suffisamment puissant pour pas qu'il y ait de fermeture de classe? Est-ce qu'on est suffisamment puissant pour aller se battre pour faire valoir auprès de l'État nos intérêts en termes d'urbanisme et de cadre de vie? Ça va être ça, moi, que je recherche, et c'est comme ça que je le vis et que je vis mon engagement au quotidien en tant qu'élu. Mais est-ce que c'est du pouvoir au féminin? Je ne sais pas. Bah moi, je pense que ça a une touche quand même. En tout cas, c'est le mien. On parle de l'empowerment féminin avec la faculté de la femme d'être face à la résilience. Hein. Cette résilience, donc la résistance face à l'échec, et qui parfois dans les périodes de doute, tout le monde a des doutes, tout le monde a des pressions, peut-être amener à voir les choses différemment. Et donc, effectivement, c'est même pas une question de pouvoir, c'est une question de puissance. Avoir cette puissance, ce feu sacral finalement, qui amène loin. Comme vous le vivez, on voit dans votre parcours, n'est-ce pas? Dans tout ce que vous avez fait, vous avez avancé, vous avez continué, et finalement vous n'avez jamais arrêté. Vous avez deux pôles d'activité différents, mais qui se ressemblent quand même, parce que dans ce que vous faites, c'est l'humain. En fait, vous êtes en plein dans l'humain. Parce qu'on parle de politique, mais les politiques, alors beaucoup de quêtes de pouvoir, mais le pouvoir, c'est la vision qu'on en a. Les politiques servent à servir les administrés. Oui, en tout cas, c'est comme ça. C'est techniquement, ça doit être comme ça que c'est fait. Mais est-ce que pour vous, enfin, j'ai presque la réponse, mais est-ce que pour vous, les qualités finalement que les femmes peuvent apporter à des postes de décision
sont différentes aujourd'hui que ce qu'on a pu avoir dans le passé. Avec l'évolution, le fait qu'aujourd'hui quand même, on apprend à faire aux femmes, enfin, à être dans des postes comme, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais Frédéric aujourd'hui a un poste important. Elle est directrice d'une école de production. Donc on est dans quelque chose de très masculin au prime abord, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, tu as ce poste. Et ces qualités-là, vous, en tant que femme, vous les voyez comment? Elles ont évolué, c'est plus les mêmes. C'est une question un petit peu étrange, je vous l'accorde. Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis gênée pour vous répondre parce que je sais pas si vous m'interrogez sur mes qualités. Encore une fois, mes qualités, je les vis pas en tant que femme. Ouais, c'est pas des c'est pour ça que je disais qualités qu'il était féminines. possible que vous. Ouais. Mais moi, Ou alors est-ce que les qualités des femmes dans le Mais oui. management, dans l'entreprise, dans les postes de direction, Ça a oui, changé, ça a évolué finalement. ça a évolué, mais par exemple, à contrario, je ne me verrais pas n'être qu'avec des femmes. Je parle pour travailler. Hein. Bien sûr. Bah, Sinon là, tout va bien. c'est une recommandation que je vous fais d'ailleurs. Oui, voilà. Et ben non, mais c'est très important ce que vous Mais dites. Non, mais très il faut un important. équilibre. La Ouais. vie, c'est le yin, le yang. Enfin, c'est l'homme, la femme. On a besoin, c'est une complémentarité. En Exactement. fait, et on a besoin des deux visions. Ben c'est ça, tu parles de yin et de yang. Pendant longtemps, on disait que la femme avait cette sensibilité qui faisait qu'elle pouvait mieux comprendre les enfants, etc. Mais est-ce que quelque part, ce ne serait pas, et ça c'est génétique, la faculté de prendre de la hauteur plus facilement sur certaines situations? Ou peut-être que certains s'envoleraient, je sais pas. C'est un jugement vis-à-vis des hommes que je peux pas avoir parce qu'en plus, par définition, je suis une femme, donc je suis pas un homme, donc je me rends pas compte. Si vous voulez, j'ai du mal à dire quelque chose de Oui, que vous ne partagez pas. Le but, c'est pas de vous faire dire. Ouais, C'est non, je finalement de comprends. comprendre. Et c'est bien parce que vous voyez, sur ce plateau, il y a 3 femmes différentes avec une perception différente et vous le vivez très bien. Moi, je trouve ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je pense que dans certains métiers, effectivement, l'arrivée de femmes a bouleversé concrètement les aboutissements et les objectifs. Je pense par exemple à l'architecture, sur la construction d'appartements, où on s'est aperçu en féminisant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout pratiques, qui aujourd'hui le deviennent grâce à l'arrivée des femmes. Voilà. Par exemple aussi dans la justice, où il y a plus de femmes, et donc on va avoir un autre regard par rapport au jugement final. Voilà, donc il y a des avancées, mais encore une fois, c'est de la complémentarité. Et Oui, on tout à avait fait. besoin d'arriver à cela. Ouais. Il y avait un vrai besoin. On comble un vide, finalement. Enfin. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose sur la politique et les femmes en politique. Il ne faut pas oublier qu'en France, nous avions la loi Salique. La loi Salique interdisait aux femmes de devenir reines de pouvoir. Ouais. Elles étaient reines de l'ombre. Le pouvoir, c'était le pouvoir masculin du roi. Donc c'est vrai qu'on a quand même aussi cet héritage, sans parler d'une petite culture un peu méditerranéenne. Voilà, et tout ça, ça pèse encore. Et c'est vrai que la loi sur la parité est arrivée, mais quand elle est arrivée, moi j'ai été élue à ce moment-là, il fallait quand même se battre pour ne pas être une plante verte. Hein. Il fallait montrer qu'on avait des compétences, parce qu'on était là pour le chiffre. Voilà, donc c'est vrai que cette arrivée en politique est différente, je pense, par rapport à ce que vivent les femmes aujourd'hui, maintenant, quand elles y arrivent. Il y a une Oui, vraie évolution. aujourd'hui, honnêtement, il y a plus de voilà, ça, mais tout prend du temps et c'est normal en réalité quand il y a des changements comme ça Bien sociétaux, sûr. c'est Ah bah normal oui. que ça prenne du temps, donc c'est normal de la part des pouvoirs publics de les accompagner, d'inciter, mais c'est aussi normal que ça prenne du temps Bien sûr. à s'implanter réellement. Mais je suis d'accord. Mais vous voyez comme quoi on a sur les mêmes postes plus ou moins deux réflexions différentes parce que des années d'écart aussi sur l'arrivée à ces fonctions. Et je trouvais ça intéressant aussi de faire le parallèle avec ça. Parce que je ne dis pas que vous ne répondez pas comme j'ai envie, hein, c'est pas le but. Hein. Je ne suis pas autoritaire, voyons, pas du Mais tout. le féminisme a plusieurs formes Oui, tout et on à peut être fait, féministe tout à fait. dans l'âme, mais pas être de combat constamment. Mais Il je faut sais avoir une rien. juste mesure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, et c'est important. C'est important, surtout qu'on avance et on a des jeunes filles, des jeunes hommes qui avancent également, et puis des jeunes, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui on est à l'ère on ne sait plus trop qui soit comment, et c'est très bien. Mais du coup, je dis de façon générale pour pas avoir de ouais, mais t'as pas dit.
voilà, je me méfie. Oh là Non, là, non, je me après, méfie. on parle des jeunes, là, pour le coup, c'est très, très important, parce qu'il y a un recul, Mais oui. en partie, Mm. sur la jeune génération. Il y a un recul sur le féminisme incarné réel. Il y a certaines jeunes filles qui se revivent un petit peu comme étant juste des filles, juste des femmes. Ouais. Et donc là, pour le coup, sur les jeunes générations, il y a évidemment à continuer de mener ce combat pour l'égalité réelle entre les femmes Bien et les sûr. hommes. Bien sûr, Ça, bien c'est sûr. très, très important sur les jeunes générations. À cause des réseaux sociaux, à cause de certaines influenceuses, etc., on retrouve des comportements qu'on croyait vraiment, vraiment derrière nous. Enfin, je pense que c'est une histoire de buzz. Et c'est pour ça que c'est important de laisser un héritage qui soit noble, un héritage qui soit dans l'objectif de faire upgrader les générations. Si vous deviez laisser ce fameux héritage symbolique aux femmes qui viendront après vous, qu'est-ce que ça serait? Justement, c'est ça, c'est l'égalité réelle pour le coup entre. Alors, c'est pas seulement entre les femmes et les hommes. En réalité, c'est entre chaque femme et chaque homme. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent. Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a, je vous l'ai dit, je suis très, très, très attachée à l'universalisme républicain Oui. et donc, par définition, à l'égalité femmes-hommes. Justement, la ministre Aurore Berger, qui s'occupe de l'égalité femmes-hommes, est venue à Nogent. Je lui ai montré les filles qui font du foot, puisque vous savez qu'au club de foot de Nogent aujourd'hui, donc il y a presque 1000 personnes qui font du foot, et la section féminine a augmenté. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 filles qui font du foot. Donc c'est le début, mais c'est formidable. Bon, moi, quand je faisais du foot à Nogent, parce que j'en faisais, j'étais la seule fille. Donc évidemment, en revanche, après 9-10 ans, quand il n'y a plus que des garçons, là, on ne peut plus jouer ensemble. Enfin, vous voyez, c'est ça, il y a une réalité quand même. Et donc, justement, moi, le sport féminin est pour moi un vecteur essentiel quand on parle des jeunes, donc de la future génération, pour arriver à faire en sorte que chaque femme, chaque jeune fille soit l'égal de chaque garçon et de chaque homme. Voilà, ça c'est très important de continuer de le faire comprendre, y compris donc à ceux ou celles qui sur les réseaux sociaux voient des trucs qui nous font revenir à des dizaines et des centaines d'années en arrière. C'est très vrai ce que vous dites, on le vit, on a vécu quand on a fait des petits caractères où on avait envie de faire des sports qui n'étaient pas forcément des sports de filles. Tout de suite, il y a les blocages qui étaient là il y a quelques années en arrière, et je trouve ça très beau qu'aujourd'hui les jeunes filles et les jeunes hommes puissent faire des sports ensemble sans se dire j'y arriverai pas parce que je suis une fille, ou je dois pas le faire parce que je suis un garçon. Alors après, c'est normal qu'à l'adolescence, sur certains sports, pour le coup, les filles et les garçons doivent être séparés. Simplement parce que le corps fait que voilà, tout à fait. Mais là on est dans de la logique. Mais qu'elles puissent pratiquer, et c'est très important. On a parlé d'ailleurs du sport féminin dans le Nogent Magazine là, ce mois-ci, parce que pour mettre en avant justement un podium féminin de jeunes filles, de petites filles et jeunes filles qui avaient gagné la course Nogent-Baltard. Et figurez-vous que c'était au mois de septembre, donc la course Nogent-Baltard, il y avait eu que les podiums masculins qui avaient été valorisés. Alors c'est une bêtise, non mais c'est un truc. C'est même pas normal qu'on en parle en fait. Voilà, mais en réalité, c'était très important, pas que pour moi, mais pour tout le monde, de montrer qu'effectivement, à côté des podiums masculins, il y a des podiums féminins. Mais les JO ont contribué à ça il y a 2 ans, et énormément de choses vont dans le bon sens par rapport à ça. Mais je vous laisse avancer parce que une égalité de traitement de l'information aussi, tout simplement. Exactement. Pardon. Non, il y a pas de souci. C'est intéressant. Le but, c'est vraiment de tout parcourir. Je suis pas là pour répondre juste à des questions, mais plutôt à des interrogations qu'on se pose, et nous créons cette émission aussi ensemble par rapport à ce qu'on a envie de se dire. Et à cœur ouvert, c'est ça. J'ai envie de savoir là, pour s'il y avait une jeune femme, une petite fille de 6 ans, 7 ans, qui vous regardait et fait, mais moi demain je voudrais diriger une ville. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette jeune fille? Qu'elle pourra tout à fait le faire. Et quel conseil vous lui donneriez? De bien travailler à l'école déjà. Facile. Non mais quand même. De bien s'entourer. De bien s'entourer, d'avoir peur de rien, mais quand même vraiment
d'écouter aussi les autres. Je pense qu'il y a encore une fois, hein, on est dans une époque où il y a moins, bizarrement, de communication directe parce que ça passe par les écrans, ça passe par les WhatsApp. J'ai lu une étude selon laquelle donc les jeunes aujourd'hui, certains, pas tous évidemment, hein, c'est comme tout, mais de plus en plus ont peur d'un coup de téléphone. Ils ont peur de parler au téléphone avec leurs copains. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est dramatique. Ouais. C'est absolument dramatique. Moi, je me souviens évidemment que ça fait peur de parler à un garçon qui nous plaît le soir au téléphone ou même à une copine. Bref, enfin, mais et l'adolescence, elle était là pour ça. Elle est là pour déverrouiller des tout petites choses qui nous font peur. Parce qu'à l'adolescence, on a peur de plein de choses comme ça qui viennent et de casser cette mini barrière pour après être mature et être parfaitement capable à l'âge adulte de travailler, de discuter avec tout le monde et de pas avoir ces petites murailles qui nous laissent enfermés soit dans notre identité, soit dans notre vie à soi, soit voilà. Donc, si on n'est pas capable aujourd'hui pour les enfants de les aider à déverrouiller ces petites choses à l'enfance, à l'adolescence, on va construire une société très très compliquée à gérer derrière. Donc ce que je dirais à cette petite fille de 6 ou 7 ans, c'est aussi de parler, de s'ouvrir et de tout dire en réalité. Voilà. Mais moi, cette étude où les jeunes ont peur de se parler au téléphone, c'est-à-dire en direct, parce que mais c'est dramatique. Ils s'envoient des textos, c'est dramatique. Ils s'envoient des vocaux. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Snapchat. Moi, j'ai un garçon de 15 ans. C'est-à-dire que les vocaux ne sont pas du tout l'équivalent d'une discussion, puisqu'il n'y a pas d'échange. Non, un vocal, c'est je laisse un vocal et un autre vocal et un autre vocal et un autre vocal. C'est ça. Il n'y a pas de construction directe. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une problématique face à l'image. Que les jeunes perçoivent d'eux à travers tous les filtres que l'on a. Aujourd'hui, on a des personnes, on parle de faire tomber les masques, on parle de beaucoup de ça aujourd'hui, les fameux harceleurs, parce que encore une fois, moi, c'est une cause qui me touche, le harcèlement, que ce soit harcèlement scolaire, le harcèlement dans le travail, le harcèlement que vivent les femmes, mais les hommes aussi, à l'instar même de leur foyer, que les enfants vivent avec leurs parents, ou vivent à l'école, ou entre femmes, ou enfin, il y a énormément de formes, et les réseaux sociaux ont une force de frappe incroyable. On parlait de puissance, mais une puissance incommensurable. Et avec, mais c'est ça, avec les fameux filtres sur les moqueries, sur tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il est peut-être temps de faire quelque chose, parce que c'est ça la culture aussi. C'est pouvoir prendre conscience de qui nous sommes, peut-être prendre conscience de la voix que nous portons et de ce qu'on veut faire, de ça. Je sais que vous ne voulez pas parler, on a dit qu'on parlait pas des projets, mais j'aimerais juste savoir, vous, comment vous verriez nos gens dans 10 ans? Eh bien, j'espère qu'on sera toujours dans le même cadre de vie préservé. C'est pas facile avec les contraintes de l'État. C'est pas facile avec les dangers, les risques, les dangers et les risques qui pèsent sur le pays. Pour le coup, c'est pas facile avec la crise nationale du politique, des politiques et le spectacle dramatique de l'Assemblée nationale. Donc déjà, ce qui est important, c'est que nos gens soient préserver de tout ça. Je veux que nos gens restent un espace, pour le coup, où tout le monde se parle, où il y a cette convivialité qu'on connaît, où il y a cet esprit où chacun est vraiment l'égal de chacun et où on ne laisse pas entrer les identitarismes, les bêtises qu'on entend au niveau national. Donc ça, déjà, pour moi, c'est très important que nos gens restent cette ville où chacun, évidemment, que parfois il y a des problèmes, évidemment, que tout n'est pas parfait, évidemment, que tout ça, mais où quand même, on a une atmosphère de vie, il faut bien le voir quand on se compare aux autres, qui est quand même agréable, préservée, etc. Et ensuite, sur la partie, je dirais, plus proactive, et ben effectivement, j'aimerais que nos gens soient dans 10 ans embellis, qu'elle soit plus verte et ce qui est déjà pas mal en réalité, mais davantage encore peut-être de faire un petit peu les choses différemment et que nos gens soient vraiment une ville où on se dit là le quotidien doit être très agréable, pas seulement une vitrine, mais vraiment le quotidien. C'est ça qui je pense va faire la différence, parce qu'on vit de plus en plus proche
de chez soi. Mhm. On peut faire des voyages, hein, c'est très accessible, mais en revanche, c'est vrai qu'au quotidien, on vit de plus en plus proche de chez soi, pardon, on travaille de plus en plus proche de chez soi. C'est vrai aussi. Et donc, c'est ce quotidien qui doit avoir toute notre attention. Je suis d'accord, t'en penses-tu, toi? Ah, et je suis tout à fait d'accord. De toute façon, c'est notre foyer, la ville. Exactement. Tu as parlé de ça, toi c'est qui notre fais des foyer kilomètres et qui en collectif. même temps est très C'est proche ça, des habitants. exactement. On a besoin d'avoir une sorte de cocon, donc de cocon de Exactement. verdure avec un poumon vert, justement, pour avoir cette respiration et se sentir bien. C'est très important. Et les commerces, c'est fondamental aussi. Ça, c'est une Ah, les petite commerces, loi de l'attractivité urbaine, on va dire. Ah bah, si on veut que les gens restent, faut Voilà. avoir des commerces, faut C'est avoir de ça. quoi, de Mais quoi ça se y faire est, plaisir, hein. ils reviennent. Alors à Nogent, on est plutôt, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, mais en réalité, on vit une transformation en petite couronne. Il faut bien savoir que les franchises aujourd'hui ne veulent plus venir, hein. Elles s'en vont partout parce qu'elles deviennent des boutiques vitrines dans Paris ou là où il y a le métro. Et c'est des boutiques qui n'ont pas vocation à faire beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Mais ce sont des boutiques qui ont vocation à être des vitrines, donc des showrooms. Et donc quand vous y allez, vous pouvez commander carrément, enfin vous essayez la veste, le truc, et ils vous proposent de vous livrer chez vous s'il n'y a Bah, pas la c'est bonne ça. taille, s'il n'y a pas la couleur. Et en fait, ils s'en fichent. C'est des boutiques vitrines. Je suis Ils pas misent, fan de ça. moi non plus, Ouais. et les franchises misent là-dessus. À Nogent, ce qu'il faut retrouver pour les commerces, c'est des commerçants. Des vrais commerçants. Des vrais commerçants. Et donc il y en C'est a, ça. mais on en a des extraordinaires. Il y a des femmes, notamment, parce que je pense à elles, qui ont des boutiques qui sont extraordinaires. Un homme aussi qui a une boutique formidable, voilà, de vêtements aussi en centre-ville. Mais Oui, il y a des nouveaux arrivés là. oui, tout à depuis fait. quelques Et temps, d'ailleurs, c'est vrai les qu'on a prix ne pas fait baissent gaffe. pas, ce qui prouve bien qu'on est dans une période de transition, dans une période de mutation du commerce. bah. Mais finalement, moi, je pense que ça va être. Alors, évidemment, il faut être actif, il faut être proactif, il faut développer la fidélisation des clients Bien sûr. locaux. Il faut très vite ouvrir le parking, ce qui va être fait donc dans quelques mois quand les halles seront terminées et livrées. Et donc, pour accompagner tout ça. Mais la réalité, c'est que cette période de mutation, j'espère, et on va accompagner ce changement-là, donc pour le mieux, va permettre d'avoir des commerces avec des vrais commerçants qui ont leur clientèle, qui sélectionnent ce qu'ils ont à l'intérieur et ce qu'ils vendent par rapport à leur clientèle. Ah oui, un sujet que je connais bien. De travailler ça. Bah, et moi aussi, j'ai grandi dans C'est pour ça. Et puis, oui, alors nos gens, c'est vrai que vous parlez de fidélisation. Effectivement, il y a un vrai travail à faire à nos gens. Hein. Les gens, faut aussi qui prennent conscience de que quand on se fait livrer des choses sur Amazon, après, ça va pas. Ça transforme le commerce. Mais il y a un dans truc toutes aussi. les communes. Ah oui, de c'est toute partout. façon, C'est le commerce de ouais, proximité, non. c'est une vraie problématique dans tous les centres-villes Mais à l'heure pas actuelle. pas qu'à nos gens. Parce qu'on parle beaucoup de nos gens. Mais moi, je vois parce que je suis revanche, quand même. À nos gens, on a une chance par rapport aux autres. Et c'est pour ça que je pense qu'on va mieux s'en sortir que les autres dans cette mutation. On a une immense chance. C'est que notre grande rue commerçante, elle est conçue pour la balade. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un centre-ville avec 2-3 rues qui se croisent et en cœur. Et donc, on a cette atmosphère-là qui est en fait une atmosphère à l'ancienne, mais qui va devenir une atmosphère très moderne. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de se balader, ce qu'on fait déjà, hein, ce qu'on est très nombreux à faire. Mais c'est vrai que cette grande rue, elle a des défauts. Elle est très étroite. Elle est, ça après c'est. Voilà. Elle est sympa à faire. Les gens la font, donc c'est pas pour rien. Ça reste un centre névralgique nos gens. C'est un héritage urbain. Exactement. Mais oui, on a les Campinois, les Briards, les Péruxiens. Ah oui, moi j'étais commerçante, j'avais de tout, pas beaucoup des Nogentais, ce qui est assez drôle parce que les Nogentais fuient Nogent. Alors c'était drôle, c'est valable il y a quelques années en arrière, je vous assure. J'avais beaucoup de gens qui préféraient aller à Vincennes, mais pas parce que c'était mieux, parce que c'était Vincennes. Ils avaient cette impression qu'aller sur Paris et Vincennes, ça leur donnait un petit truc supplémentaire, alors que finalement non, il y a énormément de choses à faire. Et je reviens sur ça parce que c'est important. On parle des commerçants beaucoup à Nogent, alors sur les réseaux, on voit que ça, etc. Mais en fait cette problématique elle est nationale. Hein. On le voit. Je suis dans l'immobilier, je le vois. Le prix de la pierre, c'est pas Nogent, hein, c'est la France. Qu'on soit clair. Donc on peut pas non plus tout remettre que sur une ville, alors que c'est général. Et qu'on s'en sort plutôt bien à nos gens malgré tout. Et je vais quand même te laisser poser quelques questions pour terminer les choses. Voilà quoi. Peut-être tu aurais voilà
que dans ton petit cloud à sortir, parce que effectivement, l'idée c'était pas de faire une émission politique, mais on est face dans une période importante où il y a des choix à faire, des choix que vous faites en votre âme et conscience après, hein, parce que ça, moi, ça me regarde pas. Mais par contre, il y a d'éclairer peut-être les cerveaux sur des réalités. Et ces réalités, c'est que faire confiance en quelqu'un, c'est faire confiance en ses capacités, c'est faire confiance aussi à qui il est et comment il va aborder les choses. Et c'est pas un jeu, c'est juste pas un jeu. Donc c'est pour ça que je vais la laisser plutôt poser quelques questions parce que je trouve ça drôle de poser ça différemment. Moi, je pense qu'on a sûrement la même approche de la politique. Moi, je parle toujours de la vie de la cité. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, pour moi, c'est le siège de la démocratie. Exactement. Voilà, la commune. Et donc, dans la vie de la cité, qu'est-ce que vous entendez, vous, justement, par rapport à ce que vous aimeriez développer, la participation citoyenne? Alors, pour moi, elle doit être directe, cette participation. Ouais. Je ne sais pas si on est une ville assez importante en termes de taille, quoique ça fonctionne en Suisse, mais pour faire de la participation directe, donc je ne sais pas si ce sont des référendums ou autres, mais c'est vrai que en tout cas, la taille de notre ville, donc 33 000 habitants et moins de 3 km² par ailleurs, fait que mon idée, c'est vraiment d'être, enfin que les élus, pas que moi, soient tout le temps disponibles. En réalité, on est 39 au conseil municipal, on est de tous les quartiers, on est capable, enfin n'importe quel citoyen nojentais plutôt est capable de joindre n'importe quel élu pour faire remonter n'importe quel problème. Et c'est ça qu'il faut absolument inciter. Est-ce que c'est par des choses d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est par des cafés du maire? Probablement les deux, ou des cafés des élus. Donc moi, je tourne, hein, je le fais déjà, mais donc dans tous les cafés de la ville, etc., pour vraiment de manière directe. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que cela. L'intelligence artificielle, c'est pas un moyen d'être à l'écart, c'est justement l'inverse. L'intelligence artificielle, elle est là pour rapprocher les gens, parce que comme ça, on peut se joindre en direct. Et c'est donc l'inverse des services administratifs à l'ancienne. Nos gens, c'est déjà considérablement modernisé, mais il faut aller davantage vers ça, donc de la dialogue direct. Et par rapport à l'intercommunalité, justement, alors je parle pas de nos gens mêmes, mais votre sensibilité par rapport aux intercommunalités et justement au pouvoir des communes. Alors, vous parlez des intercommunalités, vous parlez pas des autres collectivités, hein, vous parlez du territoire. Alors, en réalité, on est dans un territoire, on a de la chance, qui s'appelle Marne-et-Bois. Donc, il y a 13 communes, mais bon, globalement, ce sont des villes qui sont proches de la Marne ou des villes qui sont proches du bois. Il y en a une qui a les deux, c'est nous. La Marne et le bois. Les autres ont soit le bois, soit la Marne. Et donc, on est au cœur de ce territoire, de par donc nos atouts naturels, de par notre endroit géographique, etc. C'est aussi pour ça que le territoire a financé les halles, parce que tout le monde sait, donc Nogent est sous préfecture, enfin, il y a énormément de choses, mais Nogent est donc au cœur de ce territoire, donc ça a vocation à devenir une ville à être, et à continuer d'être, mais à être renforcée là-dedans, à être une ville de destination pour l'ensemble du territoire. C'est aussi vrai pour le pavillon Baltard, évidemment, mais c'est vrai pour plein de choses. Et donc, nous, on a de la chance dans ce territoire d'être assez homogène. Les communes autour, vous voyez, c'est pas comme en province, où il y a des toutes petites villes. La ville-centre et les villages. La ville-centre et des villes autour. Nous, c'est pas du tout le cas. Donc, en réalité, c'est du travail collégial et collectif. Mais on n'est pas du tout dans les situations qu'on entend, donc soit à la télé ou autres, qui prennent plutôt comme exemple la province. D'accord. Et donc, en tant que femme, justement, le sens même de votre engagement politique, moi, j'aimerais être déterminée en un mot. Voilà, le mot clé de cet engagement. De l'enracinement. Je suis enracinée, j'ai grandi ici, et c'est un engagement local avant d'être un engagement politique, associatif avant d'être politique. Et donc voilà, je pense que c'est ça, c'est l'enracinement. Il n'y a pas de meilleur mot, je pense, pour décrire ça. D'accord. L'enracinement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est complètement ce dont on a envie. L'enracinement, c'est aussi mettre sa petite graine pour que les choses poussent et avancent
et avancent sereinement. On a une vision globale de vous. Voilà. Est-ce Ben, qu'il y a des choses que vous auriez aimé peut-être dire qu'on aurait oh, omis? bah, des tonnes, mais on a le temps. On reviendra. Ouais. On refera une émission. Moi, je suis très très heureuse de vous avoir reçu, Bah, merci beaucoup pour l'invitation. d'avoir partagé un petit moment avec vous deux, d'avoir pu avoir votre témoignage qui rappelle que le leadership féminin est une force pour construire notre société, que c'est aussi important de donner la parole à tous et de parler librement vraiment de ce que l'on vit, de ce que l'on a envie de percevoir à travers tous. Nogent est une ville où il y fait bon vivre. Nogent est une ville où il y a des artistes, parce qu'on a la maison des artistes, et c'est une ville où les femmes sont proactives, et donc vous l'incarnez totalement. Donc Gentil. merci pour ça. Bah, merci Frédéric. Merci à toi. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment chez Artstop. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller donc la voir pour poser des questions. On peut vous retrouver sur quel support, du coup? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis aussi je suis disponible par mail, par téléphone. Par mail? Voilà. D'accord. Il y a un site internet, il y a tout. Voilà. D'accord. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Frédéric, c'est la galerie de Fred sur Instagram, et Frédéric Raymond du Bosque sur Facebook si vous avez des questions. Moi, ce que j'ai envie, c'est que on continue sur cette belle lancée de donner la parole aux femmes et aux hommes et de prendre conscience que nous sommes égaux en droit. Donc, belle journée internationale de la femme à tous. N'oubliez pas vos droits et n'oubliez pas que avoir des droits, c'est aussi aller voter. Voilà, c'était important de le dire pour la personne que vous souhaitez, évidemment, sans influence. Voilà. Merci et Merci. à bientôt sur Artop TV. Au Ciao, revoir. ciao. Bye.